Bonsoir. Edith Kawala est l'invitée de ce soir. Edith Kawala, qu'on ne présente plus sur la scène politique nationale, elle est la présidente du Cameroun People's Party. Ce parti politique créé en avril 2011, co-leader du mouvement Stand Up for Cameroun, cette plateforme de partis politiques, associations et personnalités qui militent en faveur d'une transition politique au Cameroun. Retenez bien l'astuce, transition politique. Donc, ce n'est pas un terme dont on parle depuis récemment. C'est un concept peut-être lointain. Madame Kawala va nous expliquer certainement. Elle est co-leader des Mothers of the Nation, collectif des femmes qui luttent pour la résolution des crises politico-sécuritaires qui affectent le Cameroun. Elle est aussi membre de plusieurs groupes de travail sur les droits humains au Cameroun, ancienne candidate à l'élection présidentielle. C'était en 2011. Là, c'est aussi toute une histoire, même si depuis, elle ne s'est pas représentée. Elle est ancienne conseillère municipale à la mairie de Douala-Premier. Alors, de 2007 à 2013, on l'a vu autour d'un certain nombre d'initiatives politiques. Elle s'est battue pour la réforme du système électoral, dont des actions de manifestation dans les rues de Douala et Yaoundé. Elle a joué un premier plan dans l'arrêt de la modification de la Constitution en vue de la tenue d'élections anticipées en 2016. On s'arrête une minute. Madame Kawala, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Dipita. Je suis très heureuse d'être une fois à nouveau dans le fauteuil rouge. Bonsoir à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais. Un plaisir partagé. Oui. Qui sait peut-être vous manquer à nos téléspectateurs. Alors, Madame Kawala, arrêt de la modification de la Constitution en vue de la tenue d'élections anticipées en 2011. Vous lisiez dans une boule de cristal en 2016? Non, pas du tout. Pas du tout. À partir de novembre 2015, le RDPC commence une campagne de modification de la Constitution. Donc, ça fait quand même 41 ans que nous sommes ensemble. Quand il commence certains ajustements, nous comprenons. Donc, en novembre 2015, on commence à voir des élites de Yaoundé, du RDPC, qui vont dans les villages et on voit des appels à la modification de la Constitution. Et Stand Up for Cameroun, en ce moment, a 2 ans. Nous l'avons commencé en 2014 avec l'UPC Manidem et le Manidem. Aujourd'hui, les gens confondent les deux, mais c'est deux parties distinctes. Et nous tenons une réunion de crise pour dire, attention, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'ils veulent modifier la Constitution? Décembre, les appels pour la modification de la Constitution continuent. En janvier, nous prenons la décision, je crois que c'est une des meilleures actions stratégiques que nous avons menées en tant que parti. Nous sommes dit, au sein de Stand Up for Cameroun, ils vont modifier tel qu'ils font des appels à candidature, appels à modification, ils vont le faire. Et le moment de le faire, parce qu'il faut, pour tenir des élections anticipées, il faut modifier la Constitution. Absolument. Et donc, la session de mars. Dès fin janvier, nous déplaçons tout notre QG de Stand Up for Cameroun sur Yaoundé. Nous rencontrons, c'était un moment très intéressant, nous rencontrons l'UDC, nous rencontrons l'AFP, nous rencontrons le MRC et tous ces partis, au départ, sont d'accord que nous pouvons travailler, nous devons travailler ensemble pour empêcher cette modification de la Constitution. Et nous décidons de le faire par des actions non violentes conjointes. Et au fur et à mesure que les choses avancent, malheureusement, on tenait les réunions d'ailleurs au siège de l'UDC. L'UDC décide que bon, la tactique, c'est pas tout à fait ça. Il ne souhaite pas participer. Ça, c'est après avoir participé à une première marche qu'on a fait pour l'eau à Yaoundé en la même période. Ensuite, maintenant, il y a aussi l'AFP qui se dit pas très sûr, mais il y a l'univers qui rejoint de M. Koumvondon.
Et donc, nous sommes en train de travailler ensemble, le MRC, le CPP, le Parti Univers, l'AFP et une cellule du SDF. Pas le SDF en tant que parti, mais une cellule du SDF. Et nous décidons alors de lancer notre action avec une conférence de presse au siège du MRC. Je crois que c'est le 29 mars 2016. Et quand nous lançons cette conférence de presse, on se fait envahir par la police, une centaine de personnes qui sont arrêtées, etc. Nous commençons, voilà le début des vendredis en noir. Nous commençons les manifestations alors chaque vendredi. Entre mars et octobre 2016, on se fait arrêter 8 fois. Près de 200 personnes se sont fait arrêter pendant cette période. D'autres facteurs viennent se joindre. Il y avait des gens au sein du RDPC qui n'étaient pas d'accord pour la modification de la Constitution et les élections. Ils vous ont rejoint. Ils ne nous ont pas rejoints, mais notre action leur a donné le courage de s'exprimer. D'accord. Autre facteur clé, c'est l'événement avec Monique Kouma-Tekel, qui secoue le pays en ce moment et où nous partons encore manifester. Monique Kouma-Tekel, cette jeune dame qui s'est retrouvée devant l'hôpital. Voilà, enceinte et qui s'est fait opérer par sa cousine. Faute de prise en charge dans un désespoir total. Et donc, le pays est très tendu. Et donc, grâce à nos actions, grâce aux actions des autres, parce que d'autres ont levé des voix, y compris au sein du RDPC, et avec d'autres facteurs qui donnaient une certaine tension au pays, le RDPC a reculé, sans crier gare, hein. Ils n'ont plus fait de campagne pour dire on ne modifie plus la Constitution, mais ils ont reculé. Et c'est un événement historique très important parce que c'est la première fois depuis les années 90 que l'opposition fait reculer le RDPC. D'accord. Je poursuis un peu votre carte. En 2014, vous militez activement pour une résolution des crises et une transition politique qui refont les institutions au Cameroun, à travers, on l'a dit, Stand Up for Cameroun. Et puis, sur le plan personnel, vous êtes experte et consultante internationale. Vous travaillez sur les questions de développement en Afrique, sur les programmes liés à l'amélioration de la gouvernance. Alors, je voudrais également m'arrêter sur un autre aspect. En appui à la structuration de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Voilà, ça c'est depuis 2014. La région de Grands Lacs a une institution. C'est une institution. Son nom peut prêter à confusion parce que ça s'appelle la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. Okay. Mais c'est une institution de 12 États membres qui sont tous concernés par des questions de paix et sécurité. Vous savez que c'est une zone où l'instabilité, le conflit, etc., pour instaurer la paix, mais aussi le développement et mettre en place une gouvernance qui peut stabiliser cet ensemble-là. Donc de 2008, jusqu'en 2021, le cabinet que je gère, le cabinet stratégie, nous sommes les conseillers de cette institution-là en tout ce qui concerne sa planification, son développement organisationnel, la formation des cadres, etc. Venons-en donc aux questions politiques. Oui. Pour dire d'abord qu'on ne vous a pas beaucoup vu ces dernières années. Nous sommes en période préélectorale. Oui. On sait que vous avez mené des actions, mais je veux dire, c'est de l'opportunisme que de refaire surface maintenant. Oh, pas du tout.
Alors, j'aurais bien aimé être opportuniste, Monsieur Dipita. Je crois que j'aurais bien aimé être opportuniste. Je crois que c'est une voie beaucoup plus facile que ce que nous, on choisit de faire. Vous avez parlé de notre programme de transition politique que nous avons défini en 2014. Ce programme a 5 étapes. Bâtir le pouvoir du peuple, c'est l'étape numéro 1. Qu'est-ce qu'on y met? Alors, ça, c'est l'éducation politique du peuple camerounais. C'est la mobilisation du peuple camerounais autour des questions qui les concernent. Parce que nous faisons le lien entre la politique et la vie au quotidien des Camerounais. Donc, vous avez dit que vous ne m'avez pas beaucoup vu, et je dirais même le CPP ou l'UPC Manidem ou Stand Up. Non pas qu'on doute de ce que vous menez des actions. Voilà. Donc on a choisi de, surtout sur les 3-4 dernières années, de vraiment nous concentrer sur cette question de bâtir le pouvoir du peuple. À cause du fait qu'on s'est concentré là-dessus, vous nous avez vu, par exemple, tout au long de la crise anglophone. Stand Up for Cameroon, c'est le seul groupe, à ma connaissance. Si d'autres ont fait, je ne suis pas au courant de ça. C'est le seul groupe, à ma connaissance, qui a fait des manifestations sur Yaoundé en 2017, en 2019, en 2020 et en 2021 pour la résolution de la crise anglophone. Et nous l'avons fait, et je dis le seul groupe, parce que nous avons réussi à avoir des femmes, les Mothers of the Nation dont vous avez parlé tout à l'heure, des femmes des régions anglophones et des régions francophones qui manifestaient ensemble et qui disaient: on veut un seul Cameroun, on veut rester ensemble, mais on doit régler les problèmes de fond. C'était la première chose. C'était la première chose. Deuxième chose, toujours sur les questions de la crise anglophone, nous avons de 2017 jusqu'à ce jour d'ailleurs mené un travail incroyable, un combat incroyable de plaidoyer sur le plan national, sur le plan international. Donc je crois, encore une fois, en 2021, nous avons produit des rapports tous les mois. Je crois que j'ai eu l'occasion de voir M. Dipita à 1 ou 2 de nos conférences de presse. Absolument. Où on faisait littéralement un suivi de toutes les violations des droits humains, que ce soit au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, que ce soit au niveau de l'extrême nord. Et nous avons plus catalogué les violations faites par les groupes armés non étatiques et les violations faites par les forces de l'ordre du Cameroun. Ce qui nous a permis de rencontrer les ministres concernés au Cameroun. Donc, rencontrer les ministres de la Défense, le ministre de l'administration territoriale, le ministre qui était chargé de la reconstruction, voilà, fait à l'appui pour dire voici ce qui est en train de se passer sur le terrain et voilà pourquoi pour nous il faut bâtir un vrai chemin pour mettre fin au conflit et arriver à la paix. Ça, c'est le deuxième point. Voilà. Troisième point. Entre-temps, autre point très important, je finis avec les questions des crises sécuritaires. Vous vous souvenez de Ngarbou? Bien sûr. Le 14 février, nous sommes tous horrifiés au Cameroun de nous rendre compte que notre armée est entrée dans un village et a massacré des gens. Les premières communications du gouvernement, le gouvernement dit non, 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 c'est pas ça, vous avez mal compris, etc., etc. Sauf que
à cause du travail que nous avons des témoignages de terrain. Nous menons alors un travail de fond. On fait venir à Douala des témoins. On tient à huis clos. Encore une fois, je crois que j'ai vu M. Dipita là-bas. On a tenu à huis clos pour la sécurité de la personne qui a pu témoigner de ce qui s'est passé. Et c'était la première fois que les journalistes avaient quelqu'un en face qui avait effectivement vécu les événements. Et nous commençons alors un plaidoyer national et international. Et nous menons les fameux vendredis en noir qu'on a commencé en 2016. Nous tenons un vendredi en noir sur 3 jours où nous impliquons les religieux. On avait 4 imams, je crois, qui étaient impliqués. Nous avons tenu une messe au niveau de Bonabéry à l'église presbytérienne. Et puis nous avons tenu une messe au niveau de l'église catholique ici à la cathédrale. Les religieux participent parce qu'ils sont horrifiés. Tout le monde est horrifié. Alors, donc voilà le travail de fourmi que nous menons. Dans le concept de la transition. Pour que les Camerounais, parce que le concept de la transition, parfois on fait comme si c'est un jeu politique. La politique, selon Stand Up for Cameroun, sert à une seule chose: mieux gérer la vie des Camerounais. Alors, dites-nous, 2016-2024, oui. 8 ans. Oui. Avez-vous le sentiment que tout ce travail est un échec puisque la crise perdure? Vous avez été candidate en 2011 et puis vous avez renoncé, on en revient tout à l'heure, à vous représenter de nouveau. Vous êtes dans des actions de plaidoyer, mais le sentiment, c'est comme si les solutions tardent à s'imposer ou à se voir. Vous dites que c'est un échec? Absolument pas. Nous n'avons pas les résultats que nous voulons. On veut la paix, on veut le développement, on veut une gouvernance qui est saine, etc. Donc nous n'avons clairement pas ces résultats. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais tout pays a fait un cheminement. Les changements dans les pays, ce n'est pas du jour au lendemain. Et même quand on voit quelque chose d'extraordinaire qui arrive, si on regarde dans la sous-région, nous tous aujourd'hui, on parle du Sénégal. Donc quand on regarde comme quelque chose qui s'est passé au Sénégal, on a l'impression que du jour au lendemain, les Sénégalais, ils ont décidé, et puis ils ont... Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ça, c'est le fruit de tous les groupes au Sénégal qui font ce travail pendant des années. La stratégie que vous avez adoptée n'était peut-être pas la bonne pour avoir les résultats attendus. Encore une fois, absolument pas. Absolument pas dans la mesure où nous venons de parler de 2 petites victoires. Toutes petites, mais victoires quand même. Nous avons stoppé la modification de la Constitution en 2016. Mais si l'ambition du pouvoir, c'était que le président reste, il est toujours là. Il est toujours là, mais le fait d'avoir stoppé ça en 2016, c'était parce que le pouvoir lui-même, dans ses évaluations, estimait que 2018 était très dangereux pour eux. Et il s'est avéré qu'ils avaient raison, que le 2018 était très très tendu. Maintenant, on n'a pas réussi à avoir un changement ou à enlever encore le président du pouvoir, mais c'était excellent de les stopper en 2016 où ils voulaient sécuriser leur pouvoir. D'accord. De 2, dans le cas de Ngarbou, par exemple, avec l'action que nous avons menée autour du 8 mars, c'était des femmes autour du 8 mars, le 8, 9 et 10 mars que nous avons mené en 2020, pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, le gouvernement a admis qu'il a pu faire, que oui, peut-être c'était les soldats qui ont commis ces atrocités. Et pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, un procès est ouvert
avec des victimes. Maintenant, si on comptabilise, on va dire, on n'a pas eu le résultat attendu parce que ce procès-là, comme beaucoup de procès au Cameroun, ça tourne en rond. Il y a eu victimisation par 2 fois parce que les victimes, on a mis le procès à Yaoundé, eux ils habitent à 600 km, etc. Mais nous constatons que dans la vie d'un pays, les victoires, c'est des petites victoires qui s'accumulent. Jusqu'au terme. Je rappelle que Garbo, c'était le 14 février 2020. Voilà, 14 février 2020. Et le simple fait que le gouvernement du Cameroun ait pu, vous vous rappelez de Zélévette, quand on avait vu les soldats tirer sur une femme et que le gouvernement a osé nous dire que non, c'était des Maliens. Et puis après... Là, on était à l'extrême nord. Donc, quand on arrive au stade où le gouvernement dit « Ah, on a fait une gaffe, il faut qu'on prenne une partie des responsabilités. » Je dis bien une partie parce que, comme d'habitude, ils ont pris les soldats en bas sans vraiment toucher les personnes qui avaient pris cette décision d'attaquer Ngarou. On ne va pas refaire le procès, la justice est passée par là. De cette manière. Mais tout ça permet au peuple de savoir que nous pouvons combattre, nous pouvons nous mettre ensemble, nous pouvons agir par rapport à notre propre avenir. Alors, nous sommes en avril 2024. Oui. Kawala, aujourd'hui, quelle est l'évaluation que vous faites de la situation de notre pays dans son ensemble? Je ne vais pas le rappeler, si oui, nous sommes en année préélectorale, à donc environ 16 mois de l'élection présidentielle, beaucoup moins si le calendrier reste intact des élections locales. Vous, comment voyez-vous la situation du pays? La situation du pays est critique. La situation du pays est critique. Vous restez dans votre champ lexical. Hein? Elle est critique, je vais vous dire pourquoi. Je suis aussi... j'ai beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme actuellement par rapport à la situation du pays. Et je vais vous dire pourquoi. La situation du pays est critique. On va pas... on le sait tous. On a des conflits actifs dans 5 régions du Cameroun. On a 9 sur les 10 régions du Cameroun qui sont impactées par ces conflits. Nous avons les chiffres de l'OCHA, l'Office des Nations Unies, qui s'occupe des questions humanitaires au Cameroun, mais à 4,7 millions de Camerounais qui ont besoin d'assistance humanitaire actuellement. Donc près de 5 millions de Camerounais, c'est si on estime que nous sommes environ 28 millions, c'est entre 2 à 3 Camerounais sur 10 qui ont besoin d'assistance humanitaire. Donc nous avons une crise sécuritaire, nous avons une crise institutionnelle au Cameroun. Comment cela? Le président est en place, les institutions fonctionnent. Nous avons tous assisté à un pays qui s'est arrêté. Comment cela? 2 semaines. Pendant 2 semaines. À quelle occasion? Pour permettre au président du Sénat d'être suffisamment en santé pour prendre l'avion. Vous êtes dans les coulisses, madame. Pour venir le Sénat assister à son propre... Le Sénat s'est ouvert à temps. À sa propre réélection. Donc, nous sommes... Monsieur Dipita, si je venais dans votre maison, je dis bien dans votre maison, hein, et que vous aviez la cuisine qui est gérée par un monsieur de 91 ans, vous avez le gardien qui est un monsieur de 84 ans, vous avez votre jardinier qui est un monsieur de 82 ans, je veux venir vous voir et vous dire, monsieur Dipita, vous avez un problème. Moi, je vous dirais, madame... Vous avez un problème. Moi, je vous dirais, madame, l'Assemblée nationale et le Sénat ont régulièrement ouvert leurs travaux à date. Ils ont fermé leurs travaux à date. Les élections se sont déroulées selon l'espace réservé pendant la période des travaux. Bon, moi, je ne suis pas dans une boule de cristal pour voir comment le président du Sénat a bloqué. J'essaie d'analyser les faits. Vous êtes femme politique, vous êtes certainement au-delà. On analyse tous les faits.
On a vu au moment où les travaux étaient supposés commencer, on a vu au moment où le président est arrivé. Il n'était pas là. Ça, ce sont les faits. Il n'était pas là à l'ouverture. Ça, ce sont des faits. Je vous laisse vos yeux. Non, c'est des faits. Les miens portent des lunettes. Votre rôle aussi, c'est de rapporter les faits. Il n'était pas là au début. Il est venu avec 2 semaines de retard. Oui, mais je veux dire que... Et nous ne pouvons pas dire que le Cameroun, entre les mains de ces personnes-là, est géré. Je veux dire que... Nous avons... Je vais quitter le Sénat parce que vous semblez... Dit ainsi, il est aussi, à mon sens, un peu facile de faire le lien entre l'arrivée peut-être plus tard du président du Sénat et... puisque les travaux se sont ouverts à date, comme je l'ai dit. Et je ne sais pas comment on va faire le lien entre son arrivée plus tard et l'élection du bureau. Bon, ça, je vous laisse faire ce lien, oui. Mais je n'irai peut-être pas sur cette piste. Dans tous les cas de figure, juste l'âge de ces personnes, la fragilité de leur santé, qui est normale à cet âge-là, suggère que le Cameroun est dans une crise institutionnelle. Toutes nos institutions sont gérées, nos institutions clés sont gérées par des personnes qui ont plus de 80 ans. Certains ont 90 ans. Est-ce que l'âge Donc est-ce que l'âge est un facteur de... Absolument, Monsieur Dipita. C'est pour ça que partout dans le monde, ici à STV, vous avez un âge de retraite. Le gouvernement camerounais a un âge de retraite. Dans ma petite entreprise... Peut-être pas les politiques. Dans ma petite entreprise... Vous connaissez les arguments de vos amis d'en face du RDPC que de regarder ailleurs et de dire que Joe Biden, par exemple, le président américain, a plus de 70 ans. Et moi, je ne suis pas américaine, mais nombreux sont les Américains qui pensent qu'il est trop vieux. Et je suis d'accord avec eux. Mais maintenant, je laisse les Américains gérer leurs oignons là-bas. J'en ai pas mal, ici. Donc voilà. Autre élément de crise institutionnelle, Monsieur Dipita, nous parlons d'années préélectorales. Nous avons un ministre de l'administration territoriale qui actuellement a interdit les coalitions politiques. A dit, s'est levé un matin, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit avec lui, s'est levé là et dit, voilà, vous n'avez pas le droit d'avoir des coalitions politiques, ils ne sont inscrits, ils ne sont enregistrés nulle part. C'est un peu caricaturé, non? Il a simplement rappelé que la loi ne reconnaît pas les coalitions en tant que... Est-ce qu'il est tombé sur la tête? En tant qu'institution politique, la loi reconnaît les partis politiques. Est-ce qu'il est tombé sur la tête, monsieur le faiseur de coalition pour le RDPC? Ce ministre-là est la personne qui est le chef d'orchestre des coalitions pour le RDPC. C'est quoi le G20? C'est quoi la majorité présidentielle? Lui qui tient des réunions ouvertement en coalition et fait des déclarations en coalition, il ose venir nous dire ça? Nous avons un ministre de l'administration territoriale, quand il avait commencé avec le CPP, je me rappelle bien, hein, nos collègues politiques, ça les faisait rire un peu, ça les faisait, etc. Nous, on a mené la bataille au niveau du tribunal. Heureusement, on a gagné par 2 fois. Mais, grosso modo, le ministre de l'administration territoriale se permet d'entrer dans les partis politiques pour décider qui va occuper quelle fonction dans le parti politique. Là, vous parlez pour le cas d'espèce, par exemple, du PCRN. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. On ne peut pas avoir un ministre... Ça, c'est une crise institutionnelle. Parce que c'est lui, le ministre des partis politiques. C'est lui, le ministre des élections. Et quand nous regardons bien, il est en train de manipuler pour décider qui sera candidat ou pas. Parce qu'à partir du moment où il commence à destituer certaines personnes de leur parti politique, il est en train de décider d'office qui. Donc, on est en pleine manipulation du processus électoral par le ministre de l'AT. Et il nous le dit ouvertement que je vais le faire. Allez dire. Hein, grosso modo, on peut faire le résumé de ces mots en cela. Il nous dit, je vais décider de qui, si vous allez avoir une coalition
ou pas, et ce que vous allez faire en tant que coalition. Le pays va mal, très, très mal. Nous avons une crise institutionnelle en Elecam. Aujourd'hui, on est en pleine phase où certains sont en train de s'inscrire sur les listes électorales. Constat. La loi dit que le fichier électoral doit être public à tout moment. Actuellement, sauf s'ils l'ont changé ce matin, vous allez sur le site d'Elecam, vous ne trouvez pas le fichier électoral. Actuellement, les rapports du terrain disent que Elecam n'est pas en train de respecter le calendrier sur le plan local, que Elecam n'est pas en train de à des endroits où ils sont graves. Ils sont en train de faire des inscriptions sans donner de récépissé, sous prétexte qu'il y a rupture de stock de papier. I mean, where are we, monsieur député? On est vraiment où là? Elecam n'est pas en train de respecter les commissions locales, ne publie pas le calendrier et ne respecte pas le calendrier pour les inscriptions. Et rappelons que le ministre Laté, qui est en train de faire tous ces manigances avec les partis politiques, c'est l'administration territoriale qui préside les commissions électorales au niveau local. D'accord. Donc, on est dans une crise institutionnelle très, très forte. Alors, par contre, je veux terminer par là. Je vous ai dit que, en même temps, il y a une forte énergie dans la population camerounaise actuellement. Dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest, où nous avons été en crise pendant 7 ans aujourd'hui, les gens en ont marre d'être dans cette situation d'insécurité et veulent absolument un changement. Dans les autres zones, nous voyons des Camerounais qui disent « trop c'est trop, on n'en peut plus, on veut le minimum pour survivre, on veut l'eau, on veut l'électricité, on veut la route, etc. » Cette énergie politique des Camerounais est très, très positive et le carburant par lequel tout le travail que vous décrivez depuis 2014 peut aboutir en cette période-ci. Alors, puisqu'on parlait élection, oui. L'élection à laquelle vous avez pris part en tant que candidate, je l'ai dit, c'était en 2011. Et depuis, vous avez décidé, madame, de ne plus vous représenter. Alors, quelle est la pertinence de votre non-participation aux élections? Ok. Surtout qu'on est dans l'ère des boycotts. Donc, je vais préciser quelques chiffres parce que le CPP n'est pas né en 2011 avec Kawala, il est né en 92. Je suis la présidente depuis 2011. Exact. Et j'ai participé précisément, personnellement, à 3 élections. Le CPP a participé à plusieurs élections, dont 2 où j'étais à la tête du parti. J'étais candidate au présidentiel en 2011 et j'étais candidate au municipal en 2013 exact. Et j'ai gagné. J'étais conseillère municipale d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que les 3 élections? Donc, je participe aux élections pour la première fois en 2007. Okay. Ensuite, en 2007 pour être conseillère municipale, je gagne l'élection, je suis conseillère municipale. À l'époque, j'étais au SDF. Ensuite, maintenant, au niveau du CPP, candidate au présidentiel et encore en 2013. Qu'est-ce que ces 3 élections nous ont appris? Parce que c'est ces 3 élections qui informent notre position sur la transition politique. D'accord. On fait un travail énorme, vous l'avez mentionné, sur la réforme du système électoral entre 2007 et 2013.
nous, je crois que nous étions les premiers à faire les premières campagnes d'inscription massive sur les listes électorales. Tout le monde se revendique cette paternité. Nous, c'était en 2007. 11 millions de Cabral Libé disait c'est eux. 2018. En ce moment, le déploiement de MRC dit c'est eux. Bon. Il suffit de suivre les années. Vous dites 2007. On aura Joshua aussi ici qui viendra peut-être nous dire qu'en 92, le SDF déjà était sur ce terrain-là. Il suffit de suivre. Et ils auront raison de le dire. Moi, j'ai participé à ces élections en 92. Il y avait certainement un push pour l'inscription sur les listes électorales. Donc, 2007, on fait cette campagne massive pour l'inscription sur les listes électorales. On fait toute une stratégie autour du contrôle des bureaux de vote. On commence 2 ans à l'avance, on forme des scrutateurs. Le CPP a imprimé la loi. On avait pour cette élection-là près de 12 000 bureaux de vote qui étaient contrôlés et chacun avait la loi en main. Donc, on a imprimé la loi pour faire ce contrôle et nous constatons quoi? Il n'y a aucune volonté de la part, c'était pas Elekam à l'époque, c'était Onel, hein, l'Observatoire national des élections. De la part d'Onel, de la part du MINAT, d'organiser des élections qui ressemblent à quelque chose de transparent. Vous allez vous retrouver à Douala, quelqu'un vous appelle de Meganga ou de Nkambe pour vous dire il y a un sous-préfet qui vient d'entrer dans le bureau de vote avec des hommes armés et il demande à tout le monde de sortir. Qu'est-ce que vous faites? Vous contrôlez exactement comment? OK? Vous allez avoir, ça s'est passé en 2018, vous allez avoir au moment de compter l'électricité qui est coupée. Vous vous rappelez de ça dans les 3 régions du Nord, là où il y a... Absolument. Là où il y a l'électorat. Donc, paf, il y a coupure d'électricité et tout le monde est dans le noir. Et dans le noir, bien sûr, il y a un cafouillage, il y a un désordre qui s'installe. Ça, c'est sans compter en 2013, sur Douala Premier, sur le Wouri, pardon, le CPP, l'UDC, le CPP, l'UDC, l'AFP, nous avons fait une coalition. On a fait une coalition sur la ville de Douala. La liste de Douala 1er était la liste CPP. La liste de Douala 4e était la liste AFP. La liste de Douala 2e était la liste UDC. Monsieur Sambaka et moi, nous partons ensemble. On est du même quartier. Dans l'époque, le président Sambaka était vice-président de l'UDC à l'époque. Nous partons ensemble à l'école publique de Bonapriso pour voter. Et quand nous arrivons là-bas, on trouve quelque chose d'ahurissant. Juste garé en dehors du bureau de vote et une personne, quand les gens arrivent pour voter, il y a des espèces des appeleurs, des personnes qui sont là, qui les appellent, les orientent vers la voiture. Et puis, ils partent là-bas, on voit quelque chose qui est en train de se transacter là-bas. Ensuite, la personne vient voter, la personne ressort, repart dans la voiture, il y a une autre transaction et elle part. Et quand nous menons quelques enquêtes, on constate qu'il y a quelqu'un dans la voiture qui est en train de donner de l'argent pour aller voter pour le RDPC. Et quand vous ressortez avec les bulletins des autres et on vous donne le solde de votre argent. C'est quand même vice-président de l'UDC et présidente du CPP. On n'est pas n'importe qui. On appelle le sous-préfet. Ah, madame, vous savez,
ils sont en dehors du centre de vote. Nous, aujourd'hui, on assure la sécurité du centre de vote. On appelle le préfet. On a le même refrain. On appelle le gouverneur. Ils nous répètent tous la même phrase. Vous dites qu'ils sont où? La voiture est garée où? Dans le centre de vote? Non, juste en dehors. Ah, madame, vous savez, ils sont en dehors du centre de vote. Nous, on ne peut rien. Donc, les multiples méthodes de fraude, le manque de volonté absolue. Et nous, on fait des rapports. On s'en va rencontrer Elecam. Nous avons rencontré le CPP, on a demandé, on a obtenu rendez-vous avec le conseil d'Elecam. Ce jour-là, je crois que c'était 9 ou 10 conseillers sur les 12 qu'on a rencontrés. Aucune volonté d'améliorer quoi que ce soit. Aucune volonté de changer quoi que ce soit. Et c'est ça qui nous amène à notre position de transition politique où nous disons il faut que le peuple s'investisse pour bâtir son pouvoir, pour faire partir la dictature, parce que nous vivons en dictature. Les élections nous ont fait tomber toutes les illusions que nous avions sur là où nous vivons en dictature. Il faut faire partir la dictature. Il faut faire un dialogue pour les Camerounais, pour réinventer l'État. Parce que un autre problème, j'espère que je voudrais revenir pour une émission uniquement pour ce thème-là, c'est la décolonisation de l'État. Nous avons hérité d'un État colonial. Alors, et nous n'avons jamais conçu l'État pour les Camerounais. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, en partie, c'est à cause de ça. Et la transition politique pour nous, il s'agit de la décolonisation de l'État, de la réécriture de notre constitution pour équilibrer le pouvoir, parce que l'hyper-présidentialisme que nous avons au Cameroun est légal. C'est dans les lois. Et si on ne change pas tout ça, et pour aboutir, je finis par là, la fin de la transition politique, après le départ du régime, après la mise en place d'un gouvernement de transition pour conduire un dialogue national, pour réécrire la Constitution, pour rééquilibrer, reformer un certain nombre d'institutions, y compris le système électoral, la fin du processus, c'est des élections. Et on entre en plein dans l'actualité, justement. Voilà. Parce que dans la perspective de ces élections, il y a des blocs qui se créent, qui se constituent. Il y a l'APC, l'Alliance pour le changement. Cette alliance conduite par Jean-Michel Nithieu. Et puis il y a l'ATP, l'Alliance pour la transition politique, Olivier Billet. Vous vous situez à quel stade entre ces deux? Je dis que la transition politique, par exemple, aidée par Olivier Billet, c'est la même conception que vous avez de la transition politique. L'alliance que propose Jean-Michel Nithieu est-elle pour vous plus réaliste en contexte actuel? Je commence par l'alliance, l'APC. Donc, l'idée, et nous avons rencontré M. Billet, l'idée... Non, lui, c'est ATP. ATP, pardon. L'Alliance pour la transition. Voilà, l'Alliance pour la transition de M. Billet, l'idée est bonne. D'accord. Quand il nous a rencontrés, nous avons dit, l'idée est intéressante, sauf que nous avons des conceptions totalement différentes de la transition. M. Billet envisage une transition qui pourrait être menée par M. Paul Biya. Pour nous, absolument pas. Le départ du président Paul Biya est le préalable et le déclenchement de la transition politique. Et même pas le président en tant qu'individu du système, du régime État RDPC qui nous gère depuis 41 ans. La fin de ça, c'est ça le début de la transition. Donc, nous avons dit, mais malgré cette différence d'approche, nous avons dit, il est déjà bien que vous parlez de transition politique, il est déjà bien que ce soit à l'ordre du jour, et s'il vous plaît, nous estimons qu'en tant que politique, nous devons nous réunir tous ensemble, mettre nos idées ensemble et définir ensemble ce qu'est la transition pour laquelle on se battra
ensemble. D'accord. Mais je veux dire que... Donc, voilà notre position. Maintenant, je vais venir sur... Avant d'y aller, OK. Terminons avec les transitions. Oui. Plus d'un observateur se dit, en général, la transition, peut-être dans des pays où il y a des coups d'État, c'est lorsqu'il y a une véritable crise institutionnelle, où les institutions s'arrêtent complètement de fonctionner. Et là, le président est parti. Je veux dire, comme ça se passe souvent dans les coups d'État ou les coups de force. Mais il s'interroge si le Cameroun est dans cette situation où les institutions se sont arrêtées de fonctionner pour se dire qu'est-ce qui peut justifier une transition dans le terme classique. La personne qui dit ça ne vit pas dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ne vit pas à l'extrême nord du Cameroun. Mais n'est-il donc pas... Les institutions ont arrêté de fonctionner depuis très longtemps. N'est-il donc pas pour plus un logique, bon nombre n'est-il donc pas plus logique de, comme le pense qui c'est peut-être l'APC, de passer par l'élection, remporter l'élection, devenir président et entamer toutes les réformes utiles et nécessaires qui, comme vous le dites, remettre le pays sur les rails? Est-ce que ce n'est pas une autre approche qui est... c'est certainement une autre approche puisque des gens l'ont. Au niveau de stand-up, nous estimons que non. Okay. C'est trop risqué. On a fait 41 ans de BIA. Les jeunes ne connaissent pas et ne se rappellent pas. Mm-hmm. Quand BIA est arrivé au pouvoir, nous avons exactement cet espoir-là. Moi, je fais partie des personnes, j'étais étudiante aux États-Unis, j'étais au premier rang pour accueillir M. BIA. Parce qu'on espérait rigueur, moralité, c'était quoi la troisième chose? On espérait un changement total. On a misé sur un individu. Et on a fait des années en disant, mais donnons-lui une chance, mais regardons, etc., etc. 41 ans plus tard, nous voici. D'accord. Donc, les Camerounais ne peuvent pas se permettre de rouler les dés sur quelques individus que ce soit. Commettre quelqu'un d'autre en espérant qu'il fera pareil. Y compris Kawala. Donc, vous soupçonnez qui c'est peut-être, vous soupçonnez le candidat, ou alors, je veux dire, je prends quelqu'un d'autre prenne le pouvoir, il se dit il va faire les réformes, vous dites c'est pas un chèque en blanc qu'on lui donne, c'est pas certain. Voilà. C'est-à-dire que vous, quand on va élire M. Dipita aujourd'hui, Soyons factuels et réalistes. Prenons des cas existants. Maurice Kamto, candidat de l'APC, remporte l'élection, vous dites, vous ne lui faites pas suffisamment confiance pour faire les réformes proposées. Ce n'est pas une question de confiance. On ne gère pas un pays, on gère un pays avec des systèmes, des règles, des lois. On ne gère pas un pays... Qu'est-ce qui vous fait croire que, si le candidat de l'APC remporte l'élection, il ne mènera pas... Quel que soit le candidat. D'accord. Parce que, et justement, voilà un autre problème avec cette histoire de candidature. Au lieu de discuter des règles d'abord, qu'on soit d'accord sur les règles, et que maintenant on mène une élection... Et là, nous sommes dans l'approche de l'APC. On veut nous amener à discuter des candidatures, à discuter des individus. Non. Encore que l'approche de l'APC, ce n'est pas candidature. Ils ont déjà leur candidat. Mais ils souhaitent simplement... C'est ça que je dis. C'est que au lieu qu'on parle des règles pour le Cameroun, on est en train de parler de M. Kamto. Si je lui fais confiance ou je ne lui fais pas confiance, c'est un non-débat. Avez-vous été approché par l'APC? Le débat pour le Cameroun, pour vous et moi, doit être c'est quoi nos règles? C'est quoi notre constitution? C'est quoi les principes? C'est quoi les institutions? Donc maintenant, on peut aller à l'APC. Voilà, allons-y à l'APC. Oui, avez-vous été approché pour discuter de leur approche? Je l'ai rappelé tout à l'heure, ils ont déjà leur candidat. Il faut simplement réunir le maximum autour et puis travailler pour son élection. Non, nous n'avons pas été approchés. OK. Sans plus. Je ne peux pas dire plus. Non, nous n'avons pas été approchés. Quelle lecture faites-vous de leur approche? Je ne pense pas qu'elle est la bonne. Pourquoi? Parce que nous, je viens de le dire, au niveau de Stand Up for Cameroun,
dites-nous qu'il y a une coalition sur laquelle on va se battre pour les préalables. Un, pour nos droits politiques. Parce que là où nous sommes là, le MINAT décide sur un coup de tête si on peut se réunir ou on ne peut pas se réunir. Décide sur un coup de tête qui va être président d'un parti et qui ne va pas l'être. Donc, battons-nous pour nos droits politiques. Battons-nous pour un véritable système électoral, une élection à 2 tours. Je ne vais pas aller faire la liste. Hein. Nous tous, on a déjà fait ça. Au regard de ça, Jean-Michel, tu as quand même des éléments. Donc, battons-nous, je finis, battons-nous pour ces préalables-là. Le plus important, battons-nous ensemble pour avoir le rapport de force. Le rapport de force de 92, on ne demandait pas la permission à quelqu'un pour tenir une réunion. On ne demandait pas la permission à quelqu'un pour mener nos activités politiques. Donc, battons-nous ensemble pour pouvoir avoir le rapport de force où on ne va pas nous dicter des choses du côté du RDPC, et nous allons faire partie de cette coalition. Ça, c'est la coalition, oui, ça c'est la coalition. Voilà le travail de la coalition préalable à toute discussion sur candidature. Justement, ils sont d'accord, du moins l'APC, si je résume un peu leur approche, ils sont d'accord de rassembler le maximum autour de la candidature de Maurice Kamto. Ils expliquent pourquoi Maurice Kamto, selon Jean-Michel Nitieux, c'est pour l'heure le principal opposant politique qui réussit à mobiliser le grand nombre, qui réussit à imposer un discours ferme, radical vis-à-vis de l'opposition, et qui sait peut-être, on va en parler des inscriptions, on va revenir là-dessus tout à l'heure, qui mobilise quand même un certain nombre de personnes autour de ces inscriptions. Pour eux, voilà des éléments qui montrent que c'est le... Et puis il était deuxième à la dernière élection présidentielle, donc il a encore un capital électoral assez important, tout au moins vis-à-vis des autres acteurs. Ils estiment donc que, oui, mobilisons le grand nombre, mais au regard de ces éléments autour de Maurice Kamto. Alors, voici notre réponse à ça. Si vous avez cette capacité-là de mobilisation, et que vous avez le Cameroun comme objectif en tête, utilisez cette capacité de mobilisation avec tout le monde pour qu'on établisse des règles, pour qu'on établisse le rapport de force qui nous permet d'avoir un terrain un peu plus, où on a un peu plus de chance même d'obtenir une alternance. Utilisons ça pour établir ce terrain ensemble, et puis, comme on aurait établi ce terrain-là ensemble, ben, si vous avez toutes les autres caractéristiques-là, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur d'établir des bonnes règles? Alors, une fois que c'est établi, comment on fait pour désigner le candidat après? Mais si les bonnes règles sont établies, qui comprennent quelque chose comme l'élection à 2 tours, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une nécessité d'un candidat unique? En d'autres termes, vous dites à Maurice Kamto, travailler pour nous tous, et puis au moment de désigner un candidat, on est tous candidats et on verra au deuxième tour celui qui a le meilleur résultat. On dit au MRC qui ne peut pas le faire seul. D'accord. Travaillons tous ensemble. Ce n'est pas une question vous dites au MRC, de travailler. Puisque vous avez les moyens de mobiliser, vous dites au MRC, puisque vous avez les moyens de mobiliser, alors faites tout pour mobiliser grandement. Mais on dit... Obtenir l'élection à 2 tours. On va tous au premier tour et puis après... S'il vous plaît. Oui. On vient de faire une liste des manifestations menées par le Stand Up for Cameroun. D'accord. Nous avons notre capacité de mobilisation. Ils peuvent estimer que la leur est supérieure. OK. Ce que nous sommes en train de dire, c'est mettons ça ensemble. Okay. Puisque, même si vous estimez que vous êtes les plus grands, les plus forts, c'est insuffisant pour établir un rapport de force avec le système. Donc, ce n'est qu'ensemble, en prenant le vôtre, en prenant le nôtre, en prenant celui de la personne qui peut mobiliser 2 personnes, en prenant celui de la personne qui ne peut que se mobiliser lui-même. Il est tout simplement logique, monsieur Dipita. Les élections
Et la désignation des candidatures, c'est quelque chose, où que vous soyez dans le monde et quelle que soit l'élection, c'est quelque chose qui divise. Il y aura toujours des personnes qui aiment la personne A, pendant que d'autres aiment la personne B. Et nous disons tout simplement, travaillons ensemble, consolidons les règles ensemble et surtout, établissons un rapport de force face aux gens qui ne veulent pas des élections, qui ne veulent pas que le pays avance, établissons un rapport de force par rapport à ces personnes-là. Et puis maintenant, on peut parler stratégie, candidature. On ne peut pas ne pas avoir de règles. Donc je vous mettez-vous à notre place. Je ne pourrais pas, vous imaginez bien. Mais mettez-vous une seconde à notre place. En 2018, nous avons discuté avec le MRC. Nous avons dit, on ne pense pas que la stratégie électorale est la bonne. Ils nous ont dit, faites-nous confiance, on a la mobilisation en main, on a le contrôle des élections en main, on sait ce qu'on fait. Nous leur avons dit, ok, comme vous faites ça, nous on a une position de transition politique. Et ça fait partie de pourquoi vous nous avez vu faire un petit retrait. On a dit, ok, comme vous faites ça, nous ne sommes pas d'accord avec vous, on ne va pas se mettre dans une stratégie électorale, mais on va se taire un peu, on va se mettre en retrait et laisser l'opposition faire son déploiement. Nous avons même, parce qu'aujourd'hui, je crois que vous allez arriver sur les questions d'inscription sur les listes électorales. C'est la prochaine question. En oubliant que le CPP, le Stand Up for Cameroun, nous avons été aux élections plusieurs fois. Nous avons une masse avec les cartes électorales. Et en 2018, on a même, nous qui ne partions pas aux élections, on a libéré le vote. On a dit à nos militants, c'est vrai que nous n'avons pas de candidat, nous ne partons pas, mais allez-y. Sentez-vous libre, choisissez qui vous voulez. Choisissez qui vous voulez, sauf le RDPC. Et que vous avez le MRC donc en 2018, vous les avez laissé faire. La consigne, ça c'était 2018. D'accord. En 2020, le même MRC dit, on a découvert... On a vu ce qu'on a vu. On a vu ce qu'on a vu, les élections sont vraiment mauvaises, le système électoral. Ils sont venus, en nous citant même parfois, sur les mêmes éléments, en disant le système électoral n'est pas bon. Et la crise anglophone, parce que nous avions dit, surtout en cette période-là, et ça demeure un problème aujourd'hui, comment les gens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vont voter. Comment est-ce qu'ils vont participer et que vous ont-ils dit en 2020 à cette élection, ok? En 2020, ils nous disent on ne participe pas aux élections municipales et législatives parce que nous avons constaté que le système électoral n'est pas bon, la zone anglophone est en insécurité. Nous n'avions aucune conversation de stratégie, aucune. Okay. Je vois, il y a moi-même et Maximilienne Ngombé qui sont aujourd'hui dans la ligne de mire. Non, mais je vais juste vous dire une chose. Maximilienne Ngombé, je l'ai vu il y a 3 semaines environ à une réunion. Et quand on s'est vu, on rigolait parce que la dernière fois qu'on s'était vu avant ça, c'était au tribunal militaire pour un soutien au MRC. Maximilienne Ngombé et moi-même. En fait, là, vous faites un rapprochement avec la sortie de Jean-Michel Nietzsche qui vous traite, j'ai le texte ici, les alliés objectifs de M. Biya sortent du boiseau. Il dit, les dernières sorties des dames Edith Kawala, et c'est l'entame, et Maximilienne Ngombé m'ont énormément surpris et déçu du fait que je les considérais jusqu'ici comme des acteurs majeurs de la lutte pour l'avènement de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. D'emblée, je ne comprends pas par quelle alchimie on oppose l'inscription sur les listes électorales, droit citoyen, et le droit de vote, devoir citoyen, d'une part à la résolution de la crise anglophone, ainsi qu'à la nécessité d'organiser des manifestations pacifiques pour faire tomber le régime de M. Biya. Vous dites que c'était l'argument de son leader. Voilà, donc oui, j'ai... Le texte, il est long, on ne va pas tout le lire, évidemment, mais c'est un peu le résumé. Voilà. Alors, j'étais en train de dire que la dernière fois que Maximilienne Ngombé et moi, on s'était vus, c'était... Au tribunal militaire à Yaoundé. Au tribunal militaire à Yaoundé, en soutien au MRC.
Ils ont, je confonds toujours les marches, c'était 2000... c'était 2022. Non, c'était... non. Les marches de septembre, oui. 22 septembre, c'était 2019, puisqu'ils vont en prison. Oui, voilà, 2019, parce qu'ils sont en prison jusqu'en 2020. Voilà. Donc, c'est à cette période-là, je crois que c'est 2020 que que Maximilienne et moi... Et moi, je 22 septembre 2020. Voilà. Donc, que Maximilienne et moi, on s'est retrouvés au tribunal militaire avec eux. On se retrouve là-bas. Pour toutes les deux, c'est la première fois qu'on se retrouve là-bas ensemble, mais toutes les deux, le MRC, on a mené des vendredis en noir pour leur libération. On a mené des plaidoyers. Personnellement, à cette époque-là, on vous a parlé des campagnes de plaidoyer que nous avons menées pour la crise anglophone. Nous avons couplé, à ce moment-là, nous mettions ensemble tous les prisonniers politiques du Cameroun. Donc, parce qu'il y a des prisonniers politiques de la lutte contre Boko Haram, injustement arrêtés. Vous avez les prisonniers politiques de la crise du Nosso. Et nous avions les prisonniers politiques de la crise politique. C'était tous nos courriers, toutes nos communications, etc. Je vais jusqu'à New York avec ce plaidoyer au niveau des Nations Unies. Je rencontre le Commissioner for Human Rights et je rencontre le Commissioner for Prevention of Genocide, de la prévention de génocide. Et les droits humains. Qui, je le rencontre parce que c'est un Sénégalais. Et on me chuchote qu'il connaît personnellement M. Kamto. Donc je pars faire le plaidoyer auprès de ce monsieur pour son ami. Pour dire, écoutez, il semble que vous avez une relation, je crois, professionnelle ou quelque chose. Si pour rien d'autre, il faut intervenir à ce sujet. Donc voilà la période, on les soutient, on va en prison, on va au tribunal, etc. Après la sortie de prison, ils font ils ne vont pas aux élections, n'est-ce pas, en 2020, ils changent d'avis, sans discussion aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de conversation, on a appris par les médias, comme tout le monde, qu'ils ont décidé de ne pas y aller. Nous sommes aujourd'hui en 2024, après la phase soutien à votre libération et tout, par principe, on ne soutenait pas des individus, on soutenait un principe que quelqu'un... La liberté, on ne peut pas avoir un avis politique, on ne peut pas être un parti politique au Cameroun et qu'on n'a pas le droit d'exercer. Après ça, aucune conversation, aucun moment de réunion. On apprend aussi par les médias maintenant qu'ils sont pour les élections. À notre place. Donc, en d'autres termes, votre position actuelle, c'est un retour à ce non-dialogue, c'est une forme de boomerang, vous le dites. Absolument. Vous n'avez pas discuté avec nous. Absolument. Vous engagez votre initiative. Faites de la selle. On vous accompagnera pas, malgré tout le soutien qu'on vous a accordé. On n'a eu aucun retour. Vous n'êtes pas de bon collaborateur. Monsieur Dipita. Madame. La position vient de faire le parcours. La position de Stand Up for Cameroun, c'est une position depuis 2014. Les seules personnes qui n'ont pas changé de position, c'est Stand Up for Cameroun. Quand M. Nietzsche écrit qu'il est surpris, il ne lit pas, il ne suit pas les journaux, je ne comprends pas. Lui, il est quel type d'acteur politique? Nous avons la même position. Oui, mais sa surprise, dit-il, vient de ce que... Nous avons la même position depuis 2014. Et il dit dans son communiqué qu'on est opposé aux inscriptions. Comme vous opposez les inscriptions à la participation à... Je le reprends littéralement. D'emblée, je ne comprends pas par quelle alchimie on ose opposer l'inscription sur les listes électorales et le droit de vote, d'une part, à la résolution de la crise anglophone. Alors, donc, vous vous dites, ne vous inscrivez... En fait, en d'autres termes, ne vous inscrivez pas tant qu'on ne résout pas la...
Je ris parce que c'est dommage pour le Cameroun à ce stade-ci. C'est dommage pour M. Nietzsche à son âge. Oui. Il est comme moi. Il est comme moi. Hein. Nous ne sommes pas entrés en politique. On n'a pas 18 ans là. Hein. C'est dommage pour lui, à son âge, de faire de tels amalgames. C'est dommage. C'est dommage. Et c'est extrêmement grave. D'abord, il prend 2 personnes séparées, moi et Maximilienne Gombe. Maximilienne, c'est une actrice de la société civile. Elle travaille principalement sur la crise anglophone. Pour elle, c'est le sujet principal. OK? Donc, elle fait des déclarations par rapport à ça. Elle estime que c'est un préalable à quoi que ce soit d'autre, mais c'est de son droit. Comment ose-t-il? Comment ose M. Nietzsche accuser Maximilien Gombe qui travaille depuis 30 ans dans ce pays sur les libertés et les droits des gens? Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec Maximilien. C'est quelqu'un que je connais bien. On a déjà travaillé ensemble sur certains dossiers. Sur d'autres, je peux l'appeler, elle me dit non, car ici, je ne trouve pas d'intérêt. Il y a des moments où elle m'appelle, je lui dis non, là, je ne trouve pas d'intérêt. Mais je n'oserais pas. Je n'oserais jamais, sans une preuve concrète, à moins qu'on m'apporte une preuve concrète, la traiter d'allié de M. Biya. Quelqu'un qui a subi des menaces physiques, quelqu'un qui a subi des violences. Non, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec ça. Cette attitude qu'on retrouve dans le MRC et maintenant apparemment dans l'APC, où si quelqu'un a une divergence avec vous, ne voit pas les choses de la même manière, vous décidez de lapider la personne sur les réseaux sociaux, il faut arrêter avec ça. Sinon quoi? Stop it. Sinon? Ce n'est pas, je ne fais pas des menaces, je ne suis pas comme eux, non. Je ne descends pas dans les bas-fonds. Il faut arrêter ça parce que nous disons que nous voulons un Cameroun qui a changé. Le RDPC nous a menacés pendant 41 ans. Pendant 41 ans, on a subi menaces, violences, etc. Et vous dites que vous voulez le changement. Ça fait quelques semaines, c'était Henriette Ekwe. Questionnez les gens sur les faits. Si Henriette Ekwe dit, je crois qu'elle avait dit que M. Kamto était à l'origine de soit une loi, soit la Constitution. Elle avait discuté avec le ministre Marafa. Voilà. Parlant de la modification de la Constitution. Mais discutez avec Henriette Ekwe sur les faits. Si vous êtes en désaccord, elle ressort un fait. Si vous estimez que soit elle s'est trompée, soit elle est en train de citer le fait incorrectement, etc., discutez avec lui sur les faits. Le ministre Amadou Ali, pardon. Vous osez insulter Henriette Ekwe? Non mais attends. Vous osez insulter Henriette Ekwe? Vous seriez où? Le multipartisme qu'on a eu, qui nous permet, nous tous, de parler aujourd'hui, c'est les Henriette Ekwe qui l'ont obtenu. Henriette Ekwe a fait la prison dans ce pays. Il faut qu'on arrête avec ça. Monsieur Dipita, je voudrais dire à tous les acteurs politiques, à tous ceux qui prétendent qu'ils veulent le changement dans ce pays, parce que ça dure depuis 2018, en fait. Les insultes, les injures, décider de lapider quelqu'un, comment on appelle ça, lynch, je connais pas, lyncher quelqu'un sur les réseaux sociaux, il faut que ça s'arrête. On va bâtir un Cameroun où on peut se parler, où on peut s'écouter, où on va avoir des différences d'opinion, des différences d'approche, et nous n'allons pas répéter
ce que nous avons vécu pendant 41 ans. Est-ce que vous ne vous dites pas justement, Kawala, ou quelqu'un a peur, parce que ce qui est en train de s'instaurer, et je rencontre des acteurs qui ont peur d'exprimer leur opinion. Ah, tu sais comment les gens là sont sur les réseaux. Mais attends, on vit dans quel pays là? On va faire 41 ans de peur. Les gens l'ont mis pour? Pardon? Les gens l'ont mis pour? Les gens... Quand les gens, ceux qui vous disent, ils disent, vous savez comment les gens là sur les réseaux sociaux, oui. Ces gens là mis pour? Non, vous avez... Dans ça, le MRC n'est pas seul. Le MRC n'est très certainement pas seul. Vous avez plusieurs formations politiques qui ont pris pour habitude de, chaque fois qu'il y a une différence d'opinion, de lyncher la personne, de l'insulter, d'aller sur des histoires personnelles qui n'ont rien à y voir avec le point de vue qui a été émis. Nous, ce n'est pas ça le changement. Vous dites que et nous ne voulons plus de ça. Quelle est la visée de Jean-Michel Nitcheu à travers cette sortie? Oh, Monsieur Dipita, vraiment, je vais rester poli. I do not care. Alors, vraiment aucune... N'empêche... vraiment d'aucune importance. Je suis désolée. Monsieur Nitcheu était mon camarade au sein du SDF. Après le SDF, en 2017, Jean-Michel Nitcheu a... comment dire, a... sollicité? Non, il a annoncé une marche. Okay. Il a annoncé une marche que Stand Up for Cameroun a fait pour lui. Il s'est fait arrêter, il annonce une marche, on lui dit que bon, prenons les dispositions pour la marche, il se fait arrêter. À la douche, à voilà. Et nous étions les seuls à avoir marché. On se connaît avec Jean-Michel Nitcheu. Il estime qu'il y a une divergence d'opinion avec moi, il ne prend pas... il a mon contact. Vous avez essayé de l'appeler, n'empêche, depuis la sortie de... Non, je n'ai pas essayé de l'appeler. Je lui ai envoyé un message. C'était quoi? Non. C'est un message gentil? C'est un message... Non, c'est pas gentil. Un recadrage? Une incompréhension? C'est un message pour dire c'est inacceptable. Ce que vous venez de faire là, c'est inacceptable. Il a réagi? Non, mais il a lu. On va l'inviter, c'est peut-être pour avoir... Mais il a lu, et je voudrais dire une dernière chose par rapport à ça. Ok. Quand on ne peut pas arriver à mettre à terre une dictature en tirant sur toutes les personnes qui luttent contre la dictature. Et les gens vont forcément avoir leur manière de lutter, pendant que vous avez en autre terme, vous renvoyez à Jean-Michel Nitcheu l'argument de ce qu'il vous dit. Vous dites, il lutte contre vous qui vous battez contre la dictature pour faire plaisir à la dictature. Lui fait plaisir à la dictature. Je veux dire, il joue le rôle du RDPC dans ce que vous dites. D'abord, ce qui... sa sortie, c'est la culture du RDPC. Ah oui, c'est la culture. Venir en public, raconter des choses que... Si jamais il y avait un pour avoir, je ne sais pas, quelques views, quelques likes, etc. sur les réseaux sociaux, non. Si il était sérieux et il pense que moi, Kawala, qui a déjà été arrêté, qui a déjà été battu, qui a déjà été kidnappé, qui a subi le camion à eau, et qui tient... À quand remonte la dernière fois que vous avez rencontré Jean-Michel Nitcheu et comment avant cette sortie qualifiez-vous votre relation? Bonne. On n'a jamais eu de tension. Et quand j'étais au SDF, nous avions des désaccords sur les approches. D'accord. Mais on n'a pas eu de tension. Donc, c'est de la maladresse, mais de la maladresse très grave. Très, très grave. Et je dis, il est beaucoup trop vieux, beaucoup trop mûr en tant que politique et en tant qu'homme pour faire ça. N'empêche qu'il y a des appels à s'inscrire sur les listes électorales qui semblent quand même avoir une écoute, parce que les citoyens... les électeurs, les personnes en âge de voter se mobilisent grandement. On a pu le voir, le directeur général de Eleka Messou Seyrik a annoncé 200 000 nouveaux inscrits en 4 mois.
au quotidien, on voit comment les équipes, les partis politiques se déploient. Vous avez quel regard sur cette actualité-là? Et puis, on va peut-être dire un mot sur le vote de la diaspora qui pose également un souci. Voilà. Donc, merci de revenir sur ce point parce que ça me permet aussi de revenir sur le message. D'accord. Je n'ai pas vu de citation de Maximilienne Ngombe où elle a dit « Ne vous inscrivez pas sur les listes électorales ». Je n'ai pas vu. Elle a traité l'élection de secondaire par rapport à la crise anglophone. Je n'ai pas vu là où elle a dit. Elle l'a peut-être dit, personnellement, je n'ai pas vu. Je n'ai pas souvenir d'avoir dit un jour à quelqu'un « Ne vous inscrivez pas sur les listes électorales ». En d'autres termes, vous dites que vous ne savez pas sur quelle base se fonde Jean-Michel Niché pour faire ce texte. D'abord, le texte qui a, je crois, provoqué ça de ma part, c'est vendredi dernier. Vendredi en noir, comme tous les vendredis, où je poste et je dis, il faut que nous décidions. Soit nous sommes en république démocratique et nous pouvons aller tout simplement, nous pouvons être républicains et aller tout simplement nous inscrire sur les listes électorales et voter pour que notre président de 41 ans quitte le pouvoir. Soit nous sommes dans une dictature et nous devons réfléchir sur comment sortir des systèmes que le dictateur contrôle pour effectivement l'évincer. Monsieur Dipita, où est le message de ne pas s'inscrire sur la liste électorale? De deux, après ça, son alliance est sur le même message que nous. Parce que dans les 3-4 derniers jours, ils ont sorti des communiqués demandant au directeur de l'ECAM de démissionner, disant que les élections ne se passent pas normalement, etc. Et nous sommes en train de dire, et c'est très important pour les Camerounais, pour le Stand-up for Cameroun, les inscriptions ne sont pas à l'ordre du jour. Ils n'entrent même pas, on ne va pas les commenter parce qu'ils n'entrent pas dans notre logique. Okay? S'il y a un engouement pour les inscriptions, c'est une excellente chose. On ne peut pas être contre le fait que les Camerounais s'engagent dans quelque processus politique que ce soit. Nous ne demandons que ça depuis. Mais nous disons que si quelqu'un, et c'est le message qui est passé, si quelqu'un est en train de passer le message aux Camerounais, qu'il suffit de s'inscrire sur les listes électorales et on va contrôler le vote le jour des élections, ça c'est, je ne connais pas le terme en français, this is miseducation. On est en train de mal éduquer les citoyens camerounais. Nous vivons dans une dictature. Pour obtenir quoi que ce soit de la dictature, il faut le rapport de force. Donc, si vous vous êtes inscrit, tant mieux. Donc, pour vous, impossible d'obtenir le changement par les élections? Impossible dans l'état actuel. Si nous avons établi le rapport de force qui fait que nous pouvons modifier le processus électoral, yes. Vous appelez à la révolte. Qu'est-ce que vous mettez dans établir vous dites d'abord, en l'état actuel, pas possible avec les élections. Ensuite, vous dites, mobilisons le rapport de force nécessaire et imposons le changement. Vous allez l'imposer comment, ce changement? Par la rue? Monsieur Dipita. Madame. Ce que les Sénégalais ont fait depuis 3 ans là, c'est la révolte. Il y a eu une élection et puis le président Macky Sall a Non. Les Sénégalais étaient dans la rue pendant 3 ans. C'est la révolte. Ils sont passés par les élections. Ils étaient dans la rue pendant 3 ans. C'est la révolte. A proclamé les élections. Ils étaient dans la rue pour demander le respect des règles qui sont données, que les institutions respectent le processus électoral. Mais on en aurait. Monsieur. On en aurait qui sont qui passent par l'ECAM et tous les autres systèmes. Et les règles qui passent par le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats. Donc, et les règles ne sont pas bonnes, d'une part, et les Sénégalais se sont battus avant pour avoir des bonnes règles,
Et ils ont toujours fait par la rue. Hein. Les Sénégalais ont chassé tous leurs présidents par la rue. Hein. Dieu fait partie par la rue. Vous entendez chasser le président de la République au Cameroun? Wad est parti par la rue et voilà Sall qui est parti par la rue. Donc voilà, donc ça c'est une chose. Et maintenant vous m'avez posé la question. Oui. Est-ce que c'est important que les Camerounais aillent dans la rue? Mr. Dipita, I'm looking at you in the eyes. Et je regarde les Camerounais. Yes. Non, madame. Yes. Madame, on va pas faire. Non, attendez. Non. Monsieur Dipita, s'il vous plaît. Madame. Non. Vous n'allez pas attendre. On va pas lancer un appel à la révolte sur nos antennes. Attendez, non, je ne veux. Est-ce que je les ai appelés à la révolte? D'accord. Une fois recadré, nous sommes d'accord. Non, il faut que vous aussi vous fassiez très attention. Justement, c'est parce qu'on fait attention, madame. La constitution du Cameroun donne le droit à la protestation non violente. Et c'est encadré par des règles. Il ne faut pas. Alors, donc quand je dis aux Camerounais que est-ce qu'il faut qu'ils protestent? Oui. Mais vous savez quand on dit aller dans la rue, c'est un terme péjoratif qui a son sens. Non, qui dit non-respect des autorisations de sous-préfet. Vous aussi arrêtez ça. Non. Oui, non. Arrêtez de jouer un rôle. Non, vous aussi arrêtez ça. Madame. Le droit est dans la Constitution. Oui, madame. Ce n'est pas STV qui donne le droit. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas le sous-préfet qui donne le droit. Parfaitement d'accord avec vous. Nous sommes... Donc, vous m'avez posé une question d'approche. Exact. Vous m'avez pas... Je ne veux pas venir à STV, sauf si j'ai donné une heure et un moment, appeler aux gens d'aller à la rue. Vous savez pertinemment que lorsqu'on dit... vous demandez aux Camerounais d'aller dans la rue, il ne s'agit pas d'une manifestation telle que prévue par la règle. Pourquoi? Quand vous avez dit que les Sénégalais ont tout obtenu par la rue, c'était pour dire qu'effectivement, qu'ils ont fait des casses, qu'ils ont mené quelques actions contre l'autorité. Ils ont exercé le droit qui est dans toutes les constitutions. C'est le peuple qui a le pouvoir souverain. Si on s'est compris, c'est l'essentiel. C'est le peuple qui a le pouvoir souverain. D'accord. Et il faut qu'on arrête avec ce discours au Cameroun où chaque fois que quelqu'un... la protestation non violente se fait où? Dans la maison? Protestation non violente. Vous ne voyez pas que c'est antinomique? Non. Comment on fait pour protester non violemment? Oh là là. Ben, je vous demande. Oh là là. Mais c'est grave, monsieur Dipita. Non, je sais que vous faites attention en tant que journaliste. Vous êtes gentiment. Mais s'il vous plaît, hein, Martin Luther King, Gandhi, vraiment, c'est pas moi qui va venir. La protestation non violente, c'est une action politique consacrée, enseignée dans les écoles. Et pour vous, c'est une contradiction. Ce qui se fait partout dans le monde, là, pour la Palestine, actuellement, c'est quoi? C'est pas la protestation non violente? Vous voulez refuser aux Camerounais quelque chose qui est écrit dans leur constitution? La constitution du Cameroun dit qu'on respecte l'ensemble des droits humains. Exact. Et dans les droits humains, the right to non-violent protest, c'est un droit. Donc il faut qu'on arrête de mettre dans la tête des Camerounais que s'ils protestent, ils font des casses. Que comptez-vous faire en 2025? On vient de faire... on a listé. 2017, nous avons protesté. 2019, on a protesté. 2020, on a protesté. 2021, on a protesté. On a cassé où? En 2025, que ferez-vous? Hein? Stand Up for Cameroun n'est pas sur le calendrier de M. Biya. Ah, vous n'allez... Bon, vous gardez votre position, vous n'irez pas... Stand Up for Cameroun n'est pas sur le calendrier de M. Biya. Nous sommes sur un calendrier où le peuple camerounais décide de son destin. Donc, si le peuple camerounais décide, après-demain, qu'il y aura alternance au Cameroun, il y aura alternance. S'il décide que c'est en février 2025, il y aura alternance. S'il décide que c'est en décembre, il y aura alternance. Aujourd'hui, c'est excellent. Tout le monde en a marre. Tout le monde estime qu'il faut que ça change. Tout le monde comment? Organisons-nous. Vous pensez que les militants du RDPC en ont marre? Oh, je pense qu'il y en a pas mal qui en ont marre. Ok, donc on n'est pas dans tout le monde. Ah, il y en a pas mal qui en ont marre. Même au sein du RDPC, les problèmes des Camerounais, c'est quoi? C'est l'eau, c'est l'électricité, c'est pouvoir envoyer l'enfant à l'école
sans aller payer un bakshish pour l'inscrire. Ça ne saute pas le RDPC. Hein. Quand on coupe l'eau, on coupe pour tout le monde. Quelle chance peut avoir la transition que vous prônez? L'électricité. La chance de la transition, la chance que nous avons en tant que Camerounais, c'est que il y a eu beaucoup de transitions avant nous. Ils ont réussi. Ailleurs, pas au Cameroun. Ailleurs. Bon, oui. Ils ont réussi certaines parties. Ils ont échoué sur d'autres parties. La chance que nous avons, c'est la capacité d'apprentissage. Et c'est le travail de Stand Up for Cameroun. On a parlé de notre travail tout à l'heure, sans parler des conférences que nous menons pour éduquer les Camerounais. Nous avons mené une conférence sur les finances publiques du Cameroun, pour que les Camerounais comprennent comment ça se fait qu'un pays avec tant d'argent finit avec si peu de services pour ses citoyens. Nous avons fait une conférence pour examiner où on en était avec les affaires de corruption. L'affaire Martinez-Zogo, l'affaire Glencore, n'est-ce pas? Donc, les Camerounais, quand je dis tous les Camerounais veulent un changement, je crois que tous les Camerounais encore quelques questions. Veulent que la corruption s'arrête. Alors, dans ce cadre-là, on a par exemple l'ancien ministre secrétaire général à président de la République, Titu Tshedzoa, qui s'est dit prêt, si on lui demandait de conduire une transition au Cameroun. Nous avons reçu le bâtonnier Akere Mouna ici il y a quelques semaines, en début du mois d'avril, qui lui aussi s'est dit, si le choix était porté sur lui, serait prêt à conduire une transition au Cameroun. On a eu, c'est un par ailleurs, mais toujours dans la même sphère, la sortie de l'ancien secrétaire général président de la République, Mara Famidou Yaya, qui se plaint davantage pour sa santé, qui réclame une évacuation sanitaire, mais qui est également tout aussi critique dans le sens des organisations des élections au Cameroun. Vous, quelle réaction avez-vous par rapport à ces trois sujets, par exemple? Je trouve excellent que M. Titu Tshedzoa, Maître Akere Mouna, se disent prêts à conduire, et je peux imaginer faire partie d'une équipe qui conduit, parce que selon notre vision des choses, c'est moins une personne qui conduit et beaucoup plus une équipe qui conduit. C'est excellent. Ça veut dire que l'idée de la transition est déjà intégrée. Vous m'avez posé des questions sur les succès et les échecs tout à l'heure. On travaille sur ça depuis 10 ans. Aujourd'hui, au début, on riait de nous, hein, on se moquait de nous. Aujourd'hui, c'est un sujet qui occupe tous les plateaux. C'est excellent. On a déjà intégré l'idée. La dernière fois que j'ai fait l'objet de lynchage sur les réseaux sociaux, c'était par rapport à la remarque de M. Titu Tshedzoa, où c'était d'ailleurs un retweet. Quelqu'un a tweeté que oh, mais lui, il n'a pas encore donné les comptes sur ce qu'il a fait pendant qu'il était au gouvernement et ils veulent gérer la transition. Et j'ai retweeté que tout le monde qui a fait partie de ce gouvernement doit nous rendre compte. On doit avoir l'opportunité de poser des questions et de savoir, avant qu'on accepte pleinement que la personne peut jouer un rôle pareil. Certains partisans de M. Kamto ont estimé, sans que son nom ne soit prononcé où que ce soit, qu'il s'agissait de lui, et que, etc. Mais il y avait des questions par rapport à ça. Et je dis ça aussi, oui, M. Kamto a fait partie de ce gouvernement. Il mène des actions dans l'opposition depuis des années maintenant que personne ne peut nier. C'est clair qu'il mène des actions dans l'opposition. Ça ne l'ajoute pas du moment où on doit le questionner sur ce qui s'est passé pendant qu'il était au gouvernement. Vous avez quoi en référence? Les émeutes de 2008? Les émeutes de 2008 en font partie, mais toute sa changement de la Constitution. Toute sa période pendant qu'il était au gouvernement,
Mais, Monsieur Dipita, vous voyez, on revient toujours au problème de discuter des règles avant de discuter des personnes. Donc, on va poser des questions à Monsieur Titus Edouard, mais pas à Monsieur Kamto. Ça a quel sens? On doit poser des questions au fur et à mesure qu'on construit l'avenir. Quand on met en place un gouvernement de transition, dans mon entendement, Kawalala, je ne parle pas pour le CPP, pas pour stand-up, dans mon entendement, ce groupe-là doit être assez divers. Donc, ça va forcément comprendre certaines personnes qui ont peut-être été dans le gouvernement un moment. Sur la question de Marafa. Donc, sur ces personnes-là, mais avant qu'on ne les laisse nous conduire vers l'avenir, on doit leur poser des questions. Sur la question de Marafa, j'ai toujours du mal avec les ex-caciques du gouvernement RDPC qui font des revendications aujourd'hui. Non pas parce qu'ils n'ont pas des droits. Tout le monde a des droits. Donc, M. Marafa a fait l'objet de plusieurs abus de notre système judiciaire. Il a des droits comme tout le monde. Mais M. Marafa est un acteur clé des personnes qui ont créé ce système. C'est un acteur clé, c'est quelqu'un qui est un pilier de ceux qui ont créé ce système. Donc, j'ai du mal à en dehors de constater que lui aussi aujourd'hui fait subit le système qu'il a participé à créer. Il y a trop d'enfants en prison, Monsieur Marafa, Monsieur Dipita. Excusez-moi. Hein, il y a trop d'enfants en prison. On a des jeunes de la crise anglophone, on a les gens du MRC dont on parlait tout à l'heure, on a trop d'innocents, de personnes qui n'ont absolument rien fait et qui sont victimes, pour qu'on s'attarde beaucoup sur ceux qui ont construit le système et qui aujourd'hui, mais ils ont des droits. Il faut respecter les droits de tout le monde. D'abord sur l'affaire Martinez-Zogo, oui. Notre confrère, cet homme de médias qui a été assassiné en janvier de l'année dernière et dont le procès a commencé au niveau du tribunal militaire à Yaoundé. Vous direz certainement un mot d'analyse avec l'implication plus ou moins confirmée d'un certain nombre de responsables politiques, publics, gouvernementaux, mais aussi derrière, sur l'éventualité d'une candidature du président Biya. Vous direz également un mot pour terminer. L'affaire Martinez-Zogo, justice n'a pas été faite vis-à-vis des Camerounais. Ah, non. Le processus vis-à-vis des ayants droit est en cours. Okay. Mais vis-à-vis des Camerounais, parce que, bien sûr, les ayants droit, la femme, les enfants sont les premières victimes. Mais nous avons tous été victimes en tant que Camerounais. La violence qui a été visitée sur Martinez-Zogo publiquement avec des acteurs publics payés par nos impôts est une violence contre le peuple camerounais. La manière, la gestion de ça par le régime RDPC est une injustice vis-à-vis des Camerounais. Parce que dans le processus, il y a bien sûr dans un processus judiciaire des choses dont vous ne pouvez pas parler, ça c'est clair. Mais la loi permet d'informer les Camerounais sur un certain nombre de choses. Cet État n'a jamais estimé que, avec cette violence que nous avons vécue tous, avec l'horreur et la peur qui est entrée dans nos cœurs, qu'il fallait un membre du gouvernement, et dans ce cas, ça aurait dû être le président de la République, c'était le niveau de la gravité de la chose, devait s'adresser à nous. Nous dire,
parce que jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi c'est au tribunal militaire, pourquoi on a arrêté les enquêtes à un certain niveau, pourquoi certains sont inquiétés et pas d'autres, etc. Le tribunal militaire, certainement parce que les services de renseignement sont impliqués. Mais ça dépend du juriste avec qui vous discutez. Hein? Okay. Donc c'est la raison pour laquelle il fallait une communication officielle, publique, pour nous dire le pourquoi ils sont en train de faire certaines choses, ce qu'ils sont en train de faire, le calendrier de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on a été 2 fois victime. D'accord. Et sur la candidature éventuelle de Paul Biya à l'élection de 2025, pour finir vraiment? Aucune surprise. Je ne sais pas. Quel commentaire? Un monsieur a été candidat pendant Kawala, 30 ans. Non, il veut. Enfin, aucun commentaire. Merci. Là, en dehors de dire que il faut que les Camerounais finissent avec le mandat de Paul Biya. Il faut que les Camerounais mettent fin au chapitre RDPC, État RDPC, parce qu'ils ont tout confondu. Merci. Il faut qu'on mette fin à ça et qu'on démarre une transition pour notre pays. Merci infiniment, Kawala. Merci beaucoup. D'être venu commenter cette actualité dense, intense. Oui. On aurait pu évoquer d'autres points. Oui. On n'a que 90 minutes. Voilà. Merci. C'était un plaisir d'être là. Merci à vous à la maison d'avoir regardé Entretien ce soir et à jeudi prochain pour une autre édition. Bonsoir.